c'est parti. Alors, l'invariant numéro 3. Donc, on va voir l'invariant numéro 3, l'information. Puis, on va voir la synchronisation. Et puis, on va essayer de voir encore d'autres éléments. Alors, l'invariant numéro 3, il est très, très important. Hein. Ce n'est pas que les autres ne soient pas importants, mais celui-là, il est peut-être que c'est le plus important. Il est vraiment très important. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé essentiellement de coordination des mouvements. Hein? J'ai parlé essentiellement de coordination des mouvements. En mettant l'accent, par exemple, sur la coordination entre les positions articulaires, les positions au niveau des articulations, hein, ce qu'on appelle donc de la manière la plus générale, quand on parle de coordination du mouvement, on parle de ça. Mais il n'y a pas seulement un problème de coordination du mouvement. Ça, la coordination au niveau articulaire, c'est intrinsèque à mon corps. Hein. On peut le considérer comme étant intrinsèque. Maintenant, c'est-à-dire c'est juste, on regarde le corps de la personne qui est en train de bouger, de faire des mouvements, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, on regarde son corps. Mais il y a un autre aspect, c'est la relation entre les mouvements du corps et l'environnement, le monde. Donc, c'est vrai que dans certaines diapos, je l'avais mis, ça. Tac, 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 tac. J'avais essayé d'être général. J'essaie toujours d'être le plus général possible. Ici. Vous voyez, il y a le geste, il y a le mouvement, les positions articulaires. Hein, sur cette diapo, c'était la diapo, dans ce diaporama, c'est la diapo 28. Il y a la perception en plus, hein, il n'y a pas juste les mouvements, il y a la perception. Perception proprioceptive dans les récepteurs qui sont dans le bras, cutanée au niveau de la peau, au niveau des doigts, etc. Puis il y a la vision. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a le monde, l'objet, un partenaire sportif, un adversaire, une personne que je croise dans la rue et que je dois éviter, etc. Donc il y a cet aspect-là. Donc j'y reviens. Je reviens à notre diapo. Ok, je reviens ici. Il y a donc la coordination des mouvements, la production des gestes, l'organisation des gestes, mais il y a aussi la perception. Et cette perception, c'est ce qui nous permet de mettre en relation notre mouvement intrinsèque, notre coordination, avec l'extérieur, le monde, l'environnement. Quand je dis le monde, l'environnement, c'est pour être le plus général possible. La table, le sol, les marches d'escalier, l'herbe sur le terrain de rugby, le terrain irrégulier quand on fait de la randonnée, un partenaire qui est en train de bouger, un ballon que je vais essayer d'intercepter, que je vais essayer d'attraper, une cible que j'essaie de viser. Tout ça, mais mon corps et les mécanismes de physiologie, de neuronaux impliqués, mais en relation tous ces mécanismes-là avec l'extérieur, avec l'environnement. Et c'est la perception, essentiellement, pas exclusivement, mais c'est la perception qui fait la liaison entre les deux. C'est la perception qui fait la liaison entre les deux. Donc, la question de l'information utile pour réguler le mouvement, elle se pose à cet endroit-là. C'est l'information que peut percevoir, à laquelle je peux avoir accès grâce à la perception et qui va être utile pour réguler mon mouvement. On va voir ça. Alors, là-dedans, on peut faire un détour par l'apprentissage pour le comprendre et pour mettre en relation ça, ces deux aspects. J'en avais déjà un petit peu parlé. Alors, l'apprentissage, c'est trouver les bonnes coordinations. Par exemple, trouver la marche, trouver la course, pour un animal, trouver le trot, trouver le galop, qui répond le mieux à la problématique, à la solution. Vous savez que le mouvement est redondant, donc la coordination est redondante, donc il faut trouver les mouvements qui sont les plus satisfaisants pour obtenir le but, pour réaliser le but, et en éliminer d'autres. C'est un problème de sélection. Donc l'apprentissage, c'est un problème de sélection. C'est un problème de trouver les bonnes solutions. Donc, soit on va imiter une autre personne, soit on va essayer d'appliquer une technique, par exemple le franchissement dorsal, c'est classique cette histoire, le Fosbury a été inventé par une personne et ensuite transmis d'une génération à l'autre, c'est une technique, donc on va transmettre une technique, nous on va essayer de se l'approprier, soit on va créer des nouveaux mouvements, les nôtres, les inventer en partie,
Voilà. Donc tout ça, pourquoi? Parce qu'on cherche une solution. On peut penser que le mouvement, c'est une solution pour atteindre un but. Donc l'apprentissage, c'est rechercher ces solutions par tous les moyens possibles. Imitation, apprentissage de nouvelles techniques et une invention personnelle ou une réinvention. On réinvente un mouvement sans savoir que quelqu'un l'avait déjà fait. Ben nous, on va essayer tout seul de le retrouver. Alors, on va chercher quoi? On va chercher les bonnes formes corporelles, on peut l'appeler comme ça. Tout ça, ce sont des synonymes, hein, les bonnes coordinations, les bonnes structures de mouvement. Mais aussi, et c'est là qu'intervient notre invariant numéro 3, on va rechercher les bonnes relations entre la perception et le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher à extraire de l'environnement les bonnes informations qui vont nous permettre de mettre en relation le mouvement de notre corps, notre coordination et le monde. Hein, donc on cherche les bonnes relations entre perception et mouvement. Et la perception, c'est la perception tournée vers l'extérieur, mais c'est aussi et surtout la perception de la relation entre mon corps et l'extérieur. Par exemple, c'est la relation, si je veux percevoir la position de mon corps, c'est la position de mon corps par rapport au mur. Est-ce que je suis loin? Est-ce que je suis près du mur? C'est la position du corps par rapport à la verticale. Est-ce que je suis à peu près vertical ou un peu trop vers l'avant ou un peu trop vers l'arrière? C'est la position par rapport à un obstacle. Je suis en train de courir, un obstacle que je vais éviter. Donc, par rapport. Hein, donc, la perception, corps-monde ou corps-environnement, c'est une perception qui va donner de l'information sur des relations entre mon mouvement et le monde extérieur. Hein, des relations. C'est relatif. C'est mettre en relation. D'accord ? Ça ne me sert à rien de percevoir la distance entre deux arbres si pour mon mouvement, ça ne va avoir aucune conséquence. Ah oui, il y a 3 mètres entre ces deux arbres. Pour mon mouvement, ça n'a pas d'utilité. Par contre, entre cet arbre et mon corps, je suis en train de courir, il y a 3 mètres, je vais à telle vitesse, sans avoir les mètres secondes dans ma tête, les kilomètres heure, ou les kilomètres heure, pardon. Mais je sais que je cours vite et je suis à 3 mètres d'un arbre, ça veut dire que très rapidement, il va falloir que j'anticipe, il va falloir que je me prépare, que j'organise ma course, parce qu'il va falloir que j'évite l'arbre, parce qu'il arrive. Je suis en train de me déplacer, ça va arriver. Dans pas longtemps, ça y est, dans quelques secondes, ça va arriver. Voire moins de quelques secondes. Donc, la relation monde-corps en mouvement, c'est ça que le travail de la perception dans le cadre du mouvement sert à ça. En grande partie. En grande partie. Donc, d'une part, dans cet apprentissage, je vais construire les bonnes coordinations, c'est l'organisation du geste, avec les problématiques stabilité, redondance, etc. Et efficience éventuellement, optimalité, hein, optimisation. Et d'autre part, je dois découvrir la bonne perception, les bonnes choses à percevoir. Alors, je vous avais, dans un cours précédent, parlé de l'exemple d'un débutant, un enfant que vous mettez sur un terrain de sport collectif. Vous lui donnez la balle et il faut qu'il prenne une décision et qu'il agisse, qu'il fasse la passe à un partenaire. Donc, il prend de l'information, il regarde, et il y a énormément d'informations disponibles, potentielles dans l'environnement, et comment dire, il croule sous l'information disponible. Et donc, il ne peut pas bouger, il ne peut pas prendre sa décision. Il a des capacités limitées, si on réfléchit en termes de théorie de Shannon et application aux problèmes sensorimoteurs par Fitts. Il a des capacités de traitement d'informations limitées. Il y a beaucoup d'informations dans l'environnement. Il est bloqué, il va prendre énormément de temps à prendre sa décision, à savoir s'il garde la balle, s'il se déplace avec la balle, s'il fait la passe, s'il va à gauche, s'il va à droite, il fait la passe à telle personne ou à telle autre. A contrario, au niveau intermédiaire ou au niveau élevé ou carrément expert, eh bien, la personne a appris à prendre de l'information, à percevoir, et cette prise d'information et cette perception, elle est simplifiée. Il ne va regarder que certains éléments et pas d'autres dans le monde et dans la relation entre son mouvement et le monde. Et il va prendre des décisions rapidement parce que le problème est simplifié, puisque son attention, sa perception est éduquée. Hein, il a appris.
Et son système nerveux sait, dans telle situation, dans tel contexte, ce qu'il faut regarder et quelle est l'information qu'il faut prélever et quelle est l'information qu'il faut ignorer, qu'il ne faut pas prélever. Donc, ça va vite. Donc, ça requiert un apprentissage, ça requiert une structuration du problème, de la façon dont le système nerveux va percevoir. Donc, on a vraiment deux éléments, la coordination du geste, l'organisation du geste et le prélèvement de l'information, la perception. Et l'information qu'on va prélever est nécessairement une information qui nous sert à réguler notre geste. Hein? Ce n'est pas quelque chose de décontextualisé. C'est contextualisé. C'est prendre de l'information pour faire quelque chose. Par exemple, je vais éviter l'arbre à gauche ou je vais éviter l'arbre à droite. Je vais ralentir, mais de combien? Je vais ralentir très fort ou je vais ralentir un tout petit peu parce que finalement, je ne cours pas très vite vers l'arbre. Je vais ralentir. À quel moment je vais commencer à ralentir? Voilà. Donc, je regarde l'arbre avec mes sens, mes autres sens et aussi avec la vision. J'ai une information, mon système nerveux a une information sur mon déplacement. Je suis en train de courir. Hein, il y a l'image du monde sur ma rétine, sur mon œil qui se déplace. Ça donne une information à mon système nerveux sur ma vitesse. Hein. J'ai ma proprioception aussi qui me donne des informations. J'ai éventuellement le bruit que mes pas font sur le sol qui me donne une information sur ma vitesse. Ma vision me donne une information sur la distance entre mon corps en mouvement et l'arbre. Ça me donne un temps. Attention, si je vais me cracher dans 4 secondes, dans 3 secondes, dans 2 secondes, si vous voulez. Eh bien, cette perception, elle doit me donner une information qui me permet de réguler mon geste. Et donc, d'aller à gauche ou d'aller à droite pour éviter l'arbre, c'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle à gauche, alors qu'à droite, il y a un buisson, donc je vais passer par la gauche. Et puis, combien de temps il me reste pour organiser ma locomotion pour éviter l'arbre. Voilà, la perception, elle est contextualisée dans une problématique de mouvement. Elle doit servir le mouvement. Donc, il y a une rencontre entre organisation du geste et perception. Alors, le diapo en plein écran, je peux essayer. Comme ceci. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Merci. D'accord. Voilà. OK, donc ensuite, je vous ai listé plusieurs éléments. Donc, en 1, il faut trouver l'information. Donc, c'est un apprentissage perceptif. J'ai pensé à des exemples très variés. Le radiologue, le médecin radiologue, au départ, hein, quand il est interne, il fait son internat en radiologie pendant ses études de médecine, on lui met des échographies, on lui met des radios rayons X sous les yeux. Il ne va pas forcément voir les inflammations, les kystes, les tumeurs, les lésions, etc. Il ne va pas forcément les voir. Il va falloir qu'il apprenne à regarder. Donc, son système nerveux doit, et notamment son système visuel en l'occurrence, doit apprendre à regarder. En escalade, un débutant, quand il regarde le caillou, eh ben, il ne reconnaît pas les prises. Il y a beaucoup d'aspérité. Quelles sont les prises qui sont utiles, les prises qui ne sont pas utiles? Si je suis dans telle situation, j'ai une prise qui est orientée comme ci, une prise qui est orientée comme ça. Au départ, il ne sait pas laquelle il faut prendre. Il n'a aucune idée. Quand il va regarder les prises de pied, il ne va pas les reconnaître. Il va reconnaître les grosses prises, mais les petites prises, il ne va pas les identifier comme étant utiles. Donc, il va falloir qu'il éduque son regard, hein, par essai-erreur, par apprentissage, et puis avec des consignes et en imitant les autres. Voilà un autre exemple. Dans le cas du jonglage, on a mis des jongleurs débutants dans un scanner d'IRM et on a mesuré la quantité, le volume total des fibres dans leur cerveau. Vous vous rappelez le connectome. Puis on les a fait, pendant plusieurs mois, on leur a fait apprendre et apprendre de mieux en mieux le jonglage. Et puis ensuite, on les a remis dans le scanner. Et on a vu que dans leur système visuel, la quantité de matière grise et de matière blanche, alors la matière grise, c'est les neurones, c'est les corps cellulaires des neurones, la matière blanche, c'est la fibre. On a vu que la matière blanche, son volume augmentait dans le système visuel, mais aussi la matière grise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez le jongleur? Son système visuel, on ne sait pas exactement ce qu'il a appris, mais son système visuel s'est développé, il s'est adapté. D'accord? Chez un adulte, il ne s'agit pas d'un enfant. Hein? Donc, dans le jonglage, le système visuel
des données d'IRM, de scanner, si vous préférez, anatomiques, qui mesurent la quantité de fibres, ont montré sans ambiguïté une transformation, une adaptation du système visuel. Donc le jongleur, ce n'est pas seulement la coordination des mains gauche et droite, attraper des balles, lancer des balles, le timing entre la main gauche et la main droite, ce n'est pas seulement la posture, c'est aussi la vision, énormément la vision. Et la vision qui voit les balles, qui vont très vite, c'est 3 balles qui vont en l'air, mais qui voit aussi les mains en vision périphérique. D'accord ? Donc il y a une adaptation du système perceptif pendant l'apprentissage. Plusieurs questions dans le... Qu'est-ce que la loi de Hicks ? Alors, reconnaître le rapport de force dans l'échange relève donc de la perception. Dans le tennis, non, je pense que c'est encore autre chose. Le rapport de force, c'est lequel des deux est le meilleur, etc. Là, je suis beaucoup plus élémentaire. Je suis très élémentaire, et on le voit dans le point 1. Cette information, elle pose des problèmes d'espace et elle pose des problèmes temporels. Donc, je vais rester très élémentaire. Hein. C'est bien plus simple que des histoires de rapport de force entre deux sportifs. Un problème spatial, ça va être où se situe la cible, où, position. À quelle distance de moi se situe la cible? Alors, la cible, hein, le partenaire, l'adversaire, j'ai parlé de l'arbre, la prise suivante en escalade, la balle en tennis, voilà. Problème spatial. Et un problème temporel. Un problème temporel. Combien de temps il me reste? Ça, c'est capital. Combien de temps il me reste? Quand je vais y revenir dans 2 secondes. Voilà. Et la question ensuite, c'est que pour avoir cette information spatiale et pour avoir cette information temporelle, eh bien, il faut que mon système nerveux, en s'adaptant, il trouve la bonne information qui va lui donner ces indications. Est-ce que c'est la position par rapport à ma main, la position par rapport à ma rétine de l'objet, par rapport à ma tête, par rapport à mon buste, par rapport à un autre objet dans l'environnement? Et le temps, comment extraire le temps? Comment savoir le temps qu'il reste? Comment je peux calculer ça? Comment mon système nerveux peut avoir accès à des informations visuelles, par exemple, et proprioceptives, et en extraire du temps? Donc, voilà. Donc, j'ai toujours un problème d'espace et un problème de timing, de temps. Alors, 2.2, utiliser l'information pour adapter la coordination à l'objectif, à l'environnement. Ça, j'en ai parlé. Par exemple, je suis en train de courir à fond, il y a un arbre, je vais ralentir et je vais me mettre à marcher parce que le terrain est boueux, etc. Donc, je vais, grâce à l'information sur l'environnement et la vitesse avec laquelle je me déplace dans l'environnement, ben, je vais changer de coordination. Je vais ralentir ou je vais accélérer. Dans un autre cas de figure, ça va être accéléré. Voilà, je vais rentrer dans le métro à Paris, les portes se referment, j'accélère et pour pouvoir passer dans le temps qui reste. Donc ça, c'est une information sur la distance et sur le temps qui me permet de changer ma coordination, courir plus vite, courir moins vite, ou carrément m'arrêter, freiner, me mettre à marcher. Voilà. Donc là, dans ce cas, la bonne information, c'est celle qui permet de réguler. Hein. C'est un petit peu pour résumer tout ce que je dis par rapport à maintenant. Il y a un type d'information qui est différente de l'information pour le mouvement, c'est l'information pour la décision. Et c'est là-dessus qu'il y a eu une question dans le chat. C'est la loi de Hicks par opposition à la loi de Fitts. Dans la loi de Hicks, il s'agit d'événements, et dans la loi de Fitts, il s'agit de mouvements. Dans la loi de Hicks, c'est des prises de décision, si vous voulez. Dans la loi de Fitts, c'est de la régulation de mouvement. La loi de Fitts, c'est à quelle vitesse je dois aller pour être précis pour atterrir sur une cible. Quelle distance je dois accomplir et à quelle vitesse je dois y aller. Si je vais trop vite, j'ai généré une force trop importante, on l'a vu en TD, hein, c'est la théorie du bruit dépendant du signal. Si j'ai une force trop grande, ça me permet d'aller vite, mais d'aller vite avec une grande variance, donc je fais des erreurs. Donc la loi de Fitts, elle nous indique à quelle vitesse je peux bouger pour être précis, tout en étant précis. C'est de la régulation de vitesse de mouvement. La loi de Hicks, c'est de la prise de décision. Alors vous ne savez pas ce que c'est que la loi de Hicks, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une application de la théorie de l'information. La loi de Hicks, eh bien écoutez, je vous enjoins, elle est très connue, vous allez la trouver sur Internet. Hein, je vais répondre à tout le monde. Pour la loi de Hicks, vous faites votre travail personnel.
C'est une loi sur le temps de réaction. Le temps de réaction. En fonction des alternatives possibles. Et là, vous allez voir que le temps de réaction dépend du nombre d'alternatives possibles dans la situation. Et donc, je vous renvoie à une petite lecture sur un site internet ou autre. C'est une loi qui est très connue. Ce n'est pas du temps de mouvement, ce n'est pas de la vitesse, ce n'est pas de la cinématique de mouvement, c'est quelle décision je dois prendre. Je dois aller à gauche, je dois aller à droite, je dois aller très loin à gauche ou un peu à gauche, très loin à droite ou juste un peu à droite. Quelle alternative je dois choisir? C'est une loi sur le temps de décision. La prise de décision est basée sur un temps de réaction et pas un temps de mouvement. Mais c'est une information différente. Ça enrichit la notion d'information par rapport à celle qui est qui porte uniquement sur la régulation du mouvement. D'accord? Donc, il y a un type d'information qui va vous être utile pour prendre des décisions et un type d'information qui va vous être utile pour réguler le mouvement. Les usages de ces informations ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Troisième point, il y a des sources multiples, bon, ça on l'a vu, d'informations, puisqu'il y a des perceptions qui sont multiples. J'ai la vision du monde, j'ai la vision de ma main, j'ai la proprioception de mon bras qui va me donner la position, notée X. J'ai la position qui peut être aussi donnée par le système vestibulaire, mais qui peut aussi donner des accélérations, donne surtout des accélérations d'ailleurs, excusez-moi. Les sources sont toutes ces sources, vision de la main, vision du monde, proprioception des positions de mon bras, accélération en translation et en rotation de la tête. Toutes ces sources sont, entre guillemets, confrontées les unes aux autres par mon système nerveux central. Elles sont intégrées, c'est-à-dire elles sont mises ensemble. Elles se complètent les unes les autres de manière très sophistiquée. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le mouvement génère lui-même de l'information, le mouvement génère de la proprioception. Si je suis allongé sur le sol et que je dors profondément ou que je suis anesthésié, il n'y a pas de proprioception puisqu'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de vision périphérique qui défile sur ma rétine parce que ma tête est en mouvement dans l'environnement. Donc le mouvement génère de l'information, ça fait partie de l'information à laquelle mon système nerveux a accès. Et en plus, mon système nerveux a accès à de l'information qui renseigne sur l'extérieur. Donc il met ensemble l'information sur le mouvement, l'information sur le monde. Tout ça permet de coller ensemble, de mettre ensemble perception et mouvement. D'accord ? Ce n'est pas séparé. Ce n'est pas séparé du tout. Quand je bouge, je génère de l'information, donc cette information peut être perçue, donc je peux percevoir le monde, mon mouvement, tout ça de façon simultanée, et ensuite mon système nerveux, de façon sophistiquée, intègre ces éléments ensemble. À partir du moment où il intègre ces éléments ensemble, alors j'ai le dispositif biologique, nerveux, qui me permet de réguler mon mouvement par rapport au monde. Puisque mon cerveau a accès aux deux. Il a accès au mouvement, il a accès au monde de façon simultanée. Donc, ça me donne les informations, j'ai à disposition les informations pour réguler le mouvement dans le monde. Freiner avant de toucher le mur, éviter un obstacle, attraper un objet qui est en train de se déplacer. Alors, une petite illustration rapide. Première illustration, deuxième illustration de cette notion. Première illustration, celle-là, je vais passer, je vais l'évoquer très rapidement pour que vous ayez ça à l'esprit. Il y a eu un article qui a été publié dans le journal Science, qu'on a déjà croisé, en 1995, donc par Mark Beth et deux autres collaborateurs. Le titre de cet article, c'était « How Baseball Outfielders
determine where to run to catch fly balls. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est du baseball. Étonnamment, dans le journal, le très très grand journal Science, très prestigieux, on publie des articles sur le sport. C'est très rare, mais ça arrive. Et ici, c'est sur le baseball. Alors bon, c'est un journal qui est américain essentiellement. Le baseball touche beaucoup de personnes aux États-Unis, donc on s'est dit que peut-être beaucoup de scientifiques allaient être intéressés par la question. Et la question, comme l'indique le titre, je vais vous en donner une traduction informelle en français, c'est comment des défenseurs en baseball peuvent déterminer dans quelle direction courir pour attraper des balles aériennes. Des balles aériennes, pas des balles qui roulent sur le sol ou qui rebondissent, mais des balles aériennes. Le lanceur lance sa balle, le batteur de l'équipe adverse batte la balle, elle part en l'air et les défenseurs, situés à l'arrière, ils doivent essayer d'attraper cette balle. S'ils l'attrapent au vol, ils ont éliminé le batteur. Et voilà, il faut essayer d'attraper le plus rapidement possible pour marquer des points. Donc comment ils font ça? La balle est en l'air et comment on se dirige dans la bonne direction pour attraper cette balle. Donc vous voyez, en 1995, il n'était pas encore certain, on n'était pas certain d'avoir compris quelle était l'information que ces joueurs dans la profondeur du terrain utilisaient et comment ils l'utilisaient pour courir dans la bonne direction pour attraper la balle aérienne. La balle a une trajectoire parabolique en l'air, avec quelques frottements qu'on peut négliger, et comment il se dirige dans la bonne direction pour l'attraper. Donc c'est vraiment un problème d'espace et un problème de temps, puisqu'il faut attraper la balle avant qu'elle tombe sur le sol, donc il faut y être au bon moment, il ne faut pas y être une demi-heure après au bon endroit, il faut être au bon endroit au bon moment. Ça, c'est une notion capitale. L'information nécessaire, c'est une information qui va être sur l'endroit où il faut se trouver et le moment où il faut s'y trouver. Donc il y a toujours un aspect temporel. Donc concernant ces joueurs, on ne savait pas en 1995 exactement, loin de là, quelle information leur système visuel prélevait dans l'environnement pour se trouver au bon endroit, au bon moment et arriver à mettre la balle dans le gant de golf. De baseball, pardon. De baseball, pas de golf. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, il y a plusieurs stratégies optiques, visuelles, un peu compliquées, basées sur les positions de la balle, les positions du joueur, la vitesse du joueur, la vitesse de la balle, mais aussi l'accélération éventuelle du joueur, l'accélération de la balle, vous voyez, donc différents aspects de la cinématique. Et puis, il y a des problèmes d'optique, c'est vraiment des problèmes d'optique tels qu'un opticien doit résoudre dans certains cas. Il s'intéresse à des angles de vue, des angles de mise au point entre les deux yeux, les gestions de ce qu'on appelle la parallaxe. Vous voyez qu'il y a de la trigonométrie. On va définir des angles par rapport à des lignes droites, à des parallèles, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais derrière, il y a tout un travail mathématique et géométrique sur mais quelle information permet aux joueurs de baseball de se diriger vers la balle? Comme je l'ai formulé précédemment, quelle information prélève son système nerveux sur la base de la vision, lui permettant de régler son déplacement locomoteur pour être au bon endroit, au bon moment, pour attraper une balle spécifique. Et si possible, une stratégie qui permettrait d'attraper toutes les balles. Parce que si on n'est pas capable de trouver une stratégie générale, c'est que quelque part, la recherche a échoué. On n'a pas trouvé une loi. On s'est dit, ah oui, mais si c'est près, il utilise telle information, si c'est loin, telle autre information. On cherche une stratégie générale et qui va marcher pour tous les joueurs. Voilà. Donc, il y a une recherche qui continue jusque dans les années 2010-2015. On continue à essayer de prouver que c'était plutôt telle information ou plutôt telle stratégie que telle autre. Alors, je ne vais pas approfondir ce que les auteurs ont trouvé dans cet article, mais je vais vous parler de quelque chose qui est directement lié, mais cette fois-ci avec des chauves-souris. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai trouvé que finalement le problème était très similaire et le type de recherche effectuée, de résultats était très similaire, croyez-moi. Et puis, je me suis dit que ça allait choquer un petit peu votre imaginaire, vous provoquer un petit peu. On est en STAPS, il nous parle du baseball et maintenant il nous parle des chauves-souris. Il nous dit que grosso modo, c'est les mêmes types de problèmes.
Et en faisant ça, j'espère choquer votre imagination suffisamment pour que votre mémoire n'oublie jamais cet aspect du cours, en quelque sorte. Voilà mon objectif pédagogique. Alors, vous voyez, en 2006, dans un très, très bon journal de biologie, qui s'appelle PLOS Biology, en 2006, donc il y a un groupe d'auteurs, 1, 2, 3, 4 auteurs, Gause et le dernier auteur s'appelait Moss. Ils ont étudié les stratégies qu'utilisent les chauves-souris pour attraper un insecte. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un joueur de baseball sur un terrain, c'est une chauve-souris dans un volume dans le laboratoire. Et il y a un dispositif avec des micros et des caméras qui permettent d'enregistrer les mouvements de la chauve-souris en 3 dimensions. Vous voyez ici en pointillé une illustration d'une trajectoire possible de la chauve-souris, et non seulement de la chauve-souris, mais aussi de sa proie, de sa cible. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une balle qui a une trajectoire stéréotypée déterminée par la mécanique newtonienne. Non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un insecte, imaginez, un moustique qui est en train de voler. Donc un moustique, lui, il a une trajectoire qui peut être beaucoup plus compliquée qu'un vol parabolique d'une balle. Donc les chercheurs ont été capables d'enregistrer en 3 dimensions les positions de la chauve-souris et en 3 dimensions les positions de l'insecte à différents instants dans le temps, différents moments dans le temps. La question qui se pose, c'est pour la chauve-souris, attraper l'insecte, intercepter la trajectoire de l'insecte, c'est-à-dire se retrouver au bon endroit, au bon moment. Vous voyez ? Alors voilà ici une vue aérienne, on va simplifier, une vue aérienne, c'est-à-dire une vue cette fois-ci en 2 dimensions et pas en 3 dimensions pour simplifier, d'une trajectoire en gris un peu clair ici de la chauve-souris qui démarre dans cette position et sa trajectoire qui se développe pour arriver jusqu'ici, et en noir et en trait plus fin, une portion de la trajectoire de l'insecte qu'elle essayait d'intercepter. Et ici, c'est un essai, une tentative réussie de la chauve-souris. À l'endroit ici où la trajectoire gris clair et la trajectoire noire se rejoignent, c'est l'endroit où la chauve-souris a effectivement réussi à attraper l'insecte. Alors, vous voyez, les distances sont notées en mètres ici, sur l'axe des X et sur l'axe des Y. On n'a pas la hauteur, admettons que ce soit une vue aérienne, donc c'est le plan du terrestre à l'intérieur du laboratoire. Qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez ici le temps, l'échelle du temps est notée d'une manière un peu particulière sur le graphique. On a mis le 0 volontairement, le chronomètre, on a recalé le chronomètre à 0 au moment où il y avait l'interception. Donc ces petits chiffres ici, là, ajoutés sur la trajectoire, ce sont des dates, ce sont des temps, et le 0, le t égale à 0, c'est au moment où il y a la chauve-souris qui attrape l'insecte. Et les temps qui précèdent, les différentes dates qui précèdent ici, ce sont des temps en secondes avant l'interception. Donc c'est en négatif, moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4, moins 0,5. Il me semble que c'est en secondes, d'accord? Donc on a 1,8 secondes avant l'interception. Par ici, on va avoir 1 seconde avant l'interception. Et ici, on a 0,1 seconde, 100 millisecondes avant l'interception. Donc, on a la date ici sur la trajectoire de la chauve-souris et on a la date, la même date, la position à la même date avant l'interception, qui est aussi identifiée sur la trajectoire de l'insecte. Donc, quand la chauve-souris est ici à moins 1,8 secondes, l'insecte est ici. Et vous voyez qu'on a rejoint ces 2 points, ces 2 positions qui étaient au même moment, on les a rejoints par un segment de droite. Un peu plus tard, la chauve-souris, 1,7 secondes avant l'interception, est ici, alors que l'insecte est ici, et on a tracé de nouveau un segment. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on constate à peu près à partir de moins 0,7 avant l'interception? On constate que le segment de droite qui lie la position de l'insecte et la position de la chauve-souris, ce segment de droite, vous voyez, à partir de moins 0,7
avant l'interception, moins 0,7, moins 0,6, moins 0,5, moins 0,4, moins 0,3. On l'a tracé toutes les 100 millisecondes, pas exactement à tous les points, sinon on n'aurait rien vu. Vous voyez que ces segments de droite sont tous orientés de la même manière. Ils sont tous orientés de la même manière. Vous voyez? Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Vous voyez ici, ils sont orientés avec un certain angle par rapport au coin de la figure, hein, si vous voulez, par rapport au repère de la figure. Donc l'angle entre ces différents segments ne sont pas orientés, change par rapport au coin de la figure, alors qu'à partir de moins 0,7, l'angle que fait ce segment de droite par rapport au bord de la figure, c'est-à-dire par rapport au monde, à l'environnement, ne change plus. Ne change plus. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre la stratégie qu'a suivie la chauve-souris pour intercepter le moustique. Qu'est-ce qu'elle a fait? La chauve-souris, 0,7 secondes avant l'interception, elle a adopté une direction de déplacement et une vitesse de déplacement par rapport à l'insecte, qui lui-même a une vitesse de déplacement et une direction de déplacement. Elle a adopté une direction de déplacement et une vitesse de déplacement de telle manière à ce que cet angle, l'angle formé entre le segment et le bord de la feuille, était constant, invariant, ne changeait plus, invariant. Et ça lui a permis, inexorablement, d'intercepter la trajectoire de l'insecte. D'accord ? Alors que l'insecte, lui, ne va pas en ligne droite. Hein ? L'insecte, ici, vous voyez, l'insecte, il s'est mis à tourner. Il a changé de direction. Eh bien, la chauve-souris s'est adaptée. Elle a adapté légèrement la trajectoire de sa course, de son vol. Elle a changé la vitesse de manière à, malgré le changement de direction et le virage de l'insecte, entre cette partie-là et cette partie-là, il y a eu un virage, puis un virage final. La chauve-souris a régulé sa coordination, régulé son vol en direction et en valeur de vitesse, en mètres secondes si vous préférez, de manière à maintenir ce segment orienté toujours de la même manière par rapport au monde, hein, par rapport à un repère extérieur, par exemple le bord du graphique, le bord de la feuille, mais c'était par rapport au monde, par rapport au mur de la salle ou par rapport au sol. On voit donc une stratégie ici très claire qui apparaît dans cet essai. Eh bien, les défenseurs en baseball font la même chose. Pour pouvoir intercepter la balle, leur système nerveux extrait de l'environnement un angle particulier formé entre la trajectoire de la balle et la trajectoire de leur course. Et ils maintiennent cet angle invariant et ça leur permet d'intercepter inexorablement la trajectoire de la balle. D'accord ? Donc ici, l'information utile pour la chauve-souris, c'est d'être capable d'avoir accès à l'orientation de ce segment. Avoir des informations sur sa propre trajectoire, son mouvement, en temps réel, avoir des informations sur la position de l'insecte en temps réel, et son système nerveux est capable d'en extraire. C'est une espèce de calcul, mais sans aucune conscience que ce calcul est effectué quelque part dans le système nerveux, dans les réseaux de neurones. Donc, ça permet d'avoir accès à l'orientation de ce segment. Si la chauve-souris maintient ce segment constant, alors elle va intercepter l'insecte. C'est une nécessité. Après, c'est un problème géométrique, vous voyez ? Donc, voilà un exemple d'information extraite à partir du mouvement de l'animal, du mouvement de la cible, qui construit une information sur l'angle de ce segment et qui permet de réguler la trajectoire et la vitesse de mouvement, l'orientation et la vitesse du mouvement, de manière à intercepter l'insecte. Et donc à avoir les bonnes informations, à résoudre le problème du temps et de l'espace, vous voyez, que je posais précédemment. Cette stratégie optique angulaire permet de solutionner le problème du temps et de l'espace, être au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc là, on a un exemple très clair, on le voit. À partir, quand elle se rapproche de l'interception, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé
un peu avant l'interception. Eh bien, ces segments étaient orientés n'importe comment, et puis il a toujours été augmenté de la même manière, toutes les 100 millisecondes, et ça a permis l'interception. Cette stratégie permet à la chauve-souris d'intercepter n'importe quel insecte, quelle que soit sa trajectoire. C'est un invariant, c'est une loi. Vous voyez? Et les joueurs de baseball utilisent une loi très similaire à celle-ci. Très similaire, d'accord? Ce n'est pas exactement la même, mais c'est très similaire. Alors j'ai une question, c'est quoi l'information pour ajuster le mouvement? Ici, l'information égale l'angle du segment entre la chauve-souris et l'insecte. Du segment de droite par rapport, si vous préférez, par rapport à la pièce par rapport à la salle de laboratoire. Parce que là, on n'est pas en extérieur. L'angle du segment de droite. L'angle formé entre le segment de droite et un repère fixe de la salle de laboratoire. Ça, c'est l'information. Et cette information, elle est suffisante puisqu'il y a une règle ici. Si je maintiens l'angle ainsi formé invariant, c'est-à-dire constant s'il ne change pas, alors je vais me diriger vers l'insecte. Oui, c'est pas simple. On pourrait se dire, mais la chauve-souris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule ceci, elle calcule cela. Il y a énormément de possibilités pour répondre au problème, pour résoudre ce problème. Un robot, on ne le programmerait pas éventuellement pour faire la même chose. Un autre animal, éventuellement, ne ferait pas de la même manière. Mais voilà, la chauve-souris fait ça. À aucun moment, la chauve-souris n'anticipe. Il y a une question ici. La chauve-souris n'anticipe pas. C'est ça qui est aussi extraordinaire. La chauve-souris n'anticipe pas dans ce cas précis. Elle n'a pas besoin d'anticiper. Vous voyez, l'insecte s'est mis à tourner et elle a changé sa vitesse de déplacement parce que si elle ne changeait pas sa vitesse de déplacement, alors le segment de droite n'allait plus être orienté de la même manière. L'angle allait être différent. Donc, elle a changé sa vitesse de manière à maintenir l'angle constant. Son temps de réaction, si vous voulez, ce n'est pas exactement un temps de réaction, mais c'est sa capacité à détecter qu'il faut ralentir ou accélérer ou changer d'orientation pour maintenir le segment. Oui, sa capacité est rapide. Oui, de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Non, l'insecte, il vit sa vie. On ne peut pas dire que c'est l'insecte qui va vers la chauve-souris. Hein? Ce qui ne change pas d'angle, c'est le segment entre la chauve-souris et l'insecte. Ce n'est pas la chauve-souris. Vous voyez la trajectoire de la chauve-souris ici. Elle est courbe. La trajectoire, elle est courbe ici. Donc la chauve-souris ne va pas en ligne droite. Hein, la trajectoire ici, elle est courbe. Hein, ce n'est pas une ligne droite exacte.
Donc la chauve-souris change de direction de mouvement. Elle change aussi de vitesse qu'on ne voit pas. La valeur de vitesse en mètres secondes. Donc elle régule la chauve-souris. Ce n'est pas l'insecte qui vient se mettre sur la chauve-souris. Hein, l'angle, ce n'est pas l'angle de la trajectoire de la chauve-souris par rapport à la pièce, au sol. C'est l'angle de ce segment. Vous le voyez sur la figure. Regardez la figure. Vous voyez ce segment? Son angle par rapport au bord de la figure, c'est-à-dire la salle, il est constant. Il ne change pas. La chauve-souris régule. La chauve-souris régule direction et vitesse de manière à garder cet angle relatif. C'est un angle relatif. C'est une relation. Relation chauve-souris insecte. C'est un angle relatif. De manière à garder cet angle relatif constant. Par rapport, un angle, c'est par rapport. Par rapport, il est défini par rapport à la salle. Ou si c'était dans le monde naturel, il serait par rapport au sol, par rapport aux parois de la grotte, par rapport à un arbre, vous voyez. Donc il y a une régulation. Et ce n'est pas une anticipation. Ce n'est pas une anticipation. À chaque instant, elle vérifie, oui, c'est le bon angle, oui, c'est le bon angle, oui, c'est le bon angle, oui, c'est le bon angle. Allez, un peu plus, un peu moins, je régule. Un peu plus, un peu moins. Oula, j'ai pris du retard, oula, j'ai pris de l'avance. Et puis elle régule, elle conserve cet angle et hop, elle intercepte. Elle intercepte. Ça permet, géométriquement, cette stratégie permet d'intercepter l'insecte. Et il faut savoir que cette stratégie de l'angle, les navigateurs l'utilisaient déjà il y a très très longtemps pour viser un port, viser le passage dans un détroit, éviter un autre bateau ou se rapprocher de notre bateau. Vous voyez, la même stratégie. D'accord ? Parmi toutes les possibilités, cet animal utilise cette possibilité et des joueurs de baseball utilisent une possibilité assez similaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour réguler leurs gestes pour attraper une balle. Vous voyez ? Non, elle ne suit pas une trajectoire qui lui permet de suivre constamment sa proie. Vous voyez, Aurélien, quand vous dites ça, elle suit une trajectoire qui lui permet de suivre constamment sa proie. Non. Comme pour la loi de Fitts, ceci est une généralisation. C'est une généralisation qui perd les détails et la précision du résultat et qui ne nous renseigne pas sur la vraie nature de ce qu'on est en train d'essayer de comprendre. Il y a une infinité de façons de suivre une trajectoire. La chauve-souris pourrait essayer de se mettre derrière l'insecte et poursuivre, comme une voiture de flic poursuit une autre voiture dans un film à la télé, et essayer de suivre l'insecte et d'aller plus vite jusqu'à attraper l'insecte. Ça, ce serait une possibilité. Vous voyez ? Ça, c'est suivre une trajectoire. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça qu'elle fait. Non, elle ne suit pas la meilleure trajectoire non plus. Elle maintient un angle entre un segment bien spécifique et un repère externe fixe, la Terre. Je peux encore discuter avec eux, je vais le faire ce soir. Il y a quelqu'un qui coupe le son, là, s'il vous plaît. Tout va bien, mais par contre, il me faut avoir une idée de la date de la commande. Gabriel. Je ne peux pas faire autrement parce que ça va être une question et ça va être un peu rédhibitoire si jamais je ne rapporte pas une réponse. Et puis après... il y a quelqu'un qui m'envoie du son, là, je ne sais pas qui c'est. On continue à se positionner avec le fait Ok. Voilà.
Donc, j'espère que vous avez bien compris. Hein. Vous avez bien compris. Voilà, si on maintient un certain angle avec cet objet, oui, c'est... Alors, des invariants comme ceci, il va en exister pour attraper une balle. Il va en exister en tennis par extrapolation. Hein. Ce n'est pas exactement la même stratégie qui va se passer. Mais c'est le même type de problème. Il faut maintenant abstraire et se dire, un joueur de baseball qui va attraper une balle en l'air, sa perception va lui donner une information qui va lui permettre de réussir de la même, avec le même type de philosophie qu'on observe pour la chauve-souris. Un joueur de tennis qui va se déplacer latéralement pour mettre un coup droit dans une balle, le même type de problème se pose. Un joueur de ping-pong aussi, un boxeur qui va éviter un coup de poing aussi, un joueur de rugby qui va attraper une passe aussi, un joueur de foot qui va faire une tête dans un ballon pour mettre un but aussi, le même type de problème se pose. Dans chacun de ces cas, des stratégies similaires, mais pas exactement les mêmes, à celles adoptées par les chauves-souris, vont être découvertes par l'être humain de manière à répondre aux problèmes et à réguler le mouvement dans l'espace et dans le temps, de manière à attraper la balle, frapper dans la balle, mettre un coup de tête dans la balle, éviter un coup de poing, tous les exemples que j'ai pris. Donc il faut se dire, tiens, l'animal est capable de faire ça, et l'être humain, il fait ce genre de choses. Pas exactement la même chose, mais le message que je veux que vous reteniez, c'est ce type de stratégie. Et c'est totalement inconscient. Nous, on ne sait pas. Quand on court pour attraper une balle, on regarde la balle, on essaie de l'attraper, mais on ne sait pas du tout ce que fait notre système visuel. On n'en a aucune idée. Il regarde tel angle, tel autre angle, il y a beaucoup d'angles possibles, pensez géométrie, pensez trigonométrie, il y a beaucoup de choses possibles. Ouais, mais consciemment, on ne sait pas. On fait juste attention à la balle, on la regarde et on se concentre et on essaie, tout en se relâchant, d'essayer de l'attraper ou d'essayer de faire un coup droit dedans pour l'éviter. On n'a pas besoin de réfléchir. On ne fait pas, nous, consciemment, des problèmes, on ne résout pas des problèmes de géométrie, pas du tout. Mais pensez à cette stratégie, c'est une stratégie simple, elle est donc économique du point de vue des opérations que l'on va demander à notre système nerveux, et aussi, il n'est pas nécessaire d'anticiper. Ici, la chauve-souris, vous voyez, elle n'anticipe pas. C'est à chaque instant qu'elle reproduit sa stratégie. Si elle est un peu en retard et que ce segment-là commence à avoir un angle qui diminue ou qui augmente par rapport au sol, eh bien, elle va accélérer ou ralentir pour remettre cet angle vers la valeur désirée. Et elle fait ça à chaque instant. Oui, elle régule. Théoriquement, si l'insecte ne modifie jamais sa trajectoire, il ne sera jamais attrapé par la chauve-souris. Non, c'est faux, ça. Vianney, c'est faux. C'est faux. C'est faux, puisque la chauve-souris, elle régule. Elle régule sa trajectoire de manière à maintenir cet angle. Ok, alors on va passer à la... Alors je ne sais pas combien de temps... Quelle heure il est? Pour vous faire une petite pause? Ok, on va peut-être faire une petite pause de 5 minutes. Ok? On fait une courte pause de 5 minutes et on reprend. Donc je vais suspendre l'enregistrement. Ok, alors on va reprendre. Alors pour ceux et celles qui seraient intéressés et qui sont courageux aussi, je vais mettre dans la discussion. Alors il faudrait que je retrouve la discussion. Tac, 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 discussion, j'aimerais bien voir la discussion. Où est-ce qu'elle est?
Si, la voici. Pour celles et ceux qui sont courageux, donc, ici, vous avez un lien vers cet article qui a été fait donc en 2009 pour mieux comprendre comment on attrape des balles. Et c'est le problème du défenseur, hein, j'ai appelé ça le défenseur, les joueurs du champ, outfielders, donc par 3 collaborateurs, par 3 collègues, Phil Fink, Patrick Fou et Bill Warren, William Warren. Et ils ont utilisé la réalité virtuelle pour tester différentes stratégies possibles, dont celle qui était proposée dans l'article dont je vous ai mis juste la première page. Alors juste pour vous montrer un petit peu les questions qu'on se pose, vous voyez, donc le défenseur est ici. Le défenseur est ici, et puis il y a des repères fixes éventuellement dans l'environnement. Ça, c'est une vue aérienne, et puis il y a la balle qui se déplace. Et on se pose la question de définir les vitesses. Vous voyez la vitesse du défenseur ici, avec une composante sur un axe, sur un autre axe. Et puis des angles en fonction de la position et le déplacement du défenseur, la position de la balle. Donc, vous voyez, balle positionnée en 3D, défenseur positionné en 3 dimensions. Et on peut définir des angles, vous voyez. Alors, il y en a plusieurs, hein, bêta, alpha, psi, delta, etc. Hein, cet angle ici, gamma, par rapport à des repères fixes, ici, y0, x0, y0, z0. Donc, vous voyez là, les chercheurs ici, ils essaient de trouver quelle est la stratégie qu'utilise un défenseur. Et donc, c'est ça qu'on essaie d'identifier, de la même manière qu'on l'a fait pour la chauve-souris. Et donc, en 1995, hein, le travail qui a été publié, là, que je vous ai montré, n'était pas satisfaisant, et en 2009, ses collègues ont testé de nouveau, de façon plus rigoureuse, en utilisant la réalité virtuelle, les différentes stratégies possibles. Voilà, alors c'est un article qui est gratuit, qui est ouvert. Si vous avez envie de comprendre un petit peu, je vous garantis que c'est un peu compliqué, c'est un peu costaud. Il y a les différentes stratégies qui sont détaillées ici, et puis vous pouvez essayer de mieux les comprendre. Ça, c'est pour vraiment ceux parmi vous qui sont, on va dire, très courageux. Ok, donc je vais récupérer ça. Hop. Et je vais me remettre en plein écran. Voilà. Donc, ici, il faut être très clair, j'ai pris pas mal de raccourcis. Et mon objectif, c'était de vous montrer quelque chose de spécifique. Hein, vous voyez, ici, je parlais de choses générales. Et je voulais vous montrer un cas spécifique de solution de ce problème de perception pour le mouvement, pour réguler le mouvement. Une fois qu'on a posé le problème, comme sur cette diapo, on n'a pas répondu à sa solution. On l'a posé de façon générale. On a un problème spatial et on a un problème temporel. Mais quelle est la bonne information qui permet d'avoir à la fois la solution au problème spatial et au problème temporel? Et pour répondre à la question quelle est la bonne information, ce n'est pas simple. Quelle est la bonne stratégie? Voilà. Mais au moins, on sait ce qu'un débutant doit faire pour arriver à résoudre le problème. Enfin, on sait en tout cas qu'il a ce problème à résoudre. Il doit regarder à gauche, regarder à droite, et petit à petit, ce système visuel doit s'adapter et doit trouver les bonnes stratégies pour réguler comme il faut son mouvement. Et bien souvent, on ne sait pas du tout comment le système nerveux fait ça. L'entraîneur, le coach, le prof, le rééducateur, il va dire « regarde la balle » ou « regarde la chaise, il faut que tu l'évites quand tu vas vers le frigo. Regarde bien la marche de l'escalier pour ne pas tomber. » Mais au-delà de cette stratégie consciente, là où il faut diriger l'attention, là où il faut regarder,
on ne sait pas que c'est cet angle ou cet angle-là, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué pour le savoir. On sait que c'est ce type de problème que le système nerveux doit résoudre, et c'est ce type de solution qu'il trouve, puisqu'on est allé l'étudier de façon spécifique dans certains cas, y compris chez l'animal. Donc on voit que c'est très général, mais dans le cas qui nous intéresse, on ne sait pas forcément exactement comment est résolu le problème. Quelle est l'information, quelle est la stratégie, quel est l'angle qui est perçu ou l'autre, quelle est la formule mathématique que va résoudre le système nerveux. Vous voyez. Par contre, on sait que c'est un invariant, on sait que c'est une loi, et qui est encore largement peu connue, voilà, qui n'a pas été forcément trouvée dans tous les cas de figure. Un autre exemple d'information et de régulation, pour rendre cet élément encore plus concret, il s'agit du salto arrière. Donc vous voyez ici l'image d'une gymnaste. On y a mis des marqueurs sur la cheville, le genou, la hanche et sur la tête, peut-être sur l'épaule aussi. Et on lui a demandé d'effectuer un salto arrière. Alors, on a étudié des gymnastes comme ça en 1998, une dizaine, une quinzaine de gymnastes, je ne sais plus, et on leur a demandé de faire un salto arrière. Alors, c'est des gymnastes de bon niveau, ou voire d'excellent niveau, et un salto arrière sur le sol sans élan comme ça, pour ces gymnastes, c'est vraiment une routine d'échauffement, c'est très très simple. Elles peuvent en faire des dizaines par séance d'entraînement. On a enregistré leurs mouvements, on s'est simplifié le travail uniquement dans le plan sagittal. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que la rotation pendant le salto arrière, le mouvement s'inscrivait dans le plan sagittal et le mouvement était essentiellement dans le plan sagittal. Pas exclusivement, mais essentiellement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment on a effectué l'analyse une fois qu'on avait enregistré 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, comme on fait avec Inovea, mais avec plusieurs points de façon simultanée, avec un système plus sophistiqué que Kinovea, mais plus difficile d'utilisation. Eh bien, on a défini 3 angles. On a défini un angle au niveau du genou, on a défini un angle au niveau des hanches, bêta, donc alpha au niveau des genoux, bêta au niveau des hanches, et on a défini un angle qui allait de la position de départ au niveau du sol, alors non, pardon, qui allait du pied à la tête. Vous voyez ? Une droite, un segment de droite qui passe par la tête et par le pied, et on a défini l'angle que formait ce segment par rapport au sol, par rapport à un repère fixe. Et cet angle, donc gamma, nous renseigne sur l'orientation générale du corps pendant la rotation. Donc on a 3 angles. Angle au niveau des genoux, angle au niveau de la hanche, et un angle qui nous donne l'orientation générale du corps par rapport au sol pendant le salto arrière. Alors, si pendant le salto arrière, on trace pour différentes tentatives, donc on demande à la gymnaste de le faire 10 fois, 15 fois, on fait ces enregistrements à chaque fois. Ensuite, dans le laboratoire, avec les tableaux des données et des formules de trigonométrie, on calcule ces 3 angles et on a l'angle général du corps ici en vert gamma, l'angle au niveau de la hanche, donc formé entre la cuisse et le tronc bêta en rouge ici, et en bas en bleu l'angle alpha entre la cuisse et la jambe, c'est-à-dire au niveau du genou. Et on trace, donc le graphique n'est pas forcément très très précis, on trace pour chaque essai, donc on a sur l'axe horizontal, on a le temps, et on trace entre le début du saut et la fin du saut, l'évolution de cet angle ici, en rouge du deuxième angle et en bleu du troisième angle, en fonction du temps. Et on superpose les différents tracés. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pour les tracés en vert, il y a une grande superposition des différentes courbes en fonction du temps. Par contre, très clairement, au niveau tronc-cuisse et au niveau cuisse-jambe, donc au niveau des hanches et au niveau du genou, on voit que d'un essai à l'autre, puisqu'il s'agit ici de superposer différentes tentatives, vers la fin, à partir de la moitié et vers la partie finale de la trajectoire, les trajectoires ne se superposent pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on retrouve ici la même idée que l'on avait compris déjà avec la redondance. On ne fait pas exactement 2 fois le mouvement de la même manière. Si la rotation de l'ensemble du corps est très largement stéréotypée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de variations de
l'évolution de l'angle général du corps par rapport au sol, même à travers différentes tentatives. Si on regarde le détail de la coordination au niveau des hanches et au niveau des genoux, on voit que d'un essai à l'autre, il y a une variation de l'évolution de ces angles en fonction du temps. Alors pourquoi? Eh bien, quand la gymnaste, même si elle est très entraînée et qu'elle a un très bon niveau, ici c'était des gymnastes de niveau national, dans un très grand club marseillais, je ne sais plus comment il s'appelait, eh bien, même si elle a un très bon niveau et que le salto arrière n'est pas très compliqué, à chaque fois qu'elle va faire une impulsion et qu'elle va quitter le sol, elle va le faire avec une impulsion qui varie un petit peu. La force qu'elle va appliquer sur le sol et la force de réaction au sol, sur son centre des masses, qui va la faire décoller, n'est jamais exactement la même, même si elles sont très proches les unes des autres. D'un essai à l'autre, il y a une variation. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? La trajectoire en l'air de son centre des masses ne va pas prendre exactement toujours la même direction et la hauteur de son saut ne va pas être exactement toujours le même. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? Au niveau de l'atterrissage, la gymnaste, elle va atterrir dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec une réception qui est simple, qui est facile à stabiliser, sans mouvement de perturbation. Et en plus, elle veut aussi faire en sorte qu'elle ne se fait pas mal quand elle atterrit sur le sol. Alors, tout ça, c'est très simple pour une gymnaste de haut niveau, mais comme à chaque saut, elle ne saute pas exactement à la même hauteur et avec exactement la même direction, il faut que vers la fin du saut, elle régule sa rotation de manière à atterrir comme il faut sur le sol. Alors, comment elle s'y prend? Bien, vous voyez ici en haut, là, les petites figurines, vous voyez que vers la fin du saut, après la première moitié du saut, et vers la fin du saut, la gymnaste se retrouve la tête en bas. À ce moment-là, elle a une prise d'information visuelle très claire sur le sol. Donc, elle a une vision du sol. Elle a une vision du sol, elle a des informations proprioceptives et vestibulaires sur la trajectoire de son corps, donc sur la rotation de son corps. Elle a des informations visuelles sur la hauteur à laquelle elle se trouve par rapport au sol, la distance, une information spatiale de la position relative entre sa tête et le sol. Eh bien, son système nerveux peut en extraire le temps qu'il reste, ça c'est important, le temps qu'il reste avant la réception. D'accord? Et cette information, toutes ces informations, donc position, hauteur par rapport au sol, vitesse de rotation par rapport au sol, distance qui reste par rapport au sol, et donc temps qu'il reste avant de toucher le sol, toutes ces informations-là lui sont données par son système perceptif. On ne sait pas exactement laquelle est prélevée par sa vision, par sa proprioception, par son système vestibulaire. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle perçoit, quel angle, quelle distance, quelle vitesse relative entre son corps et le sol, mais elle a toutes ces informations à sa disposition et par nécessité, il va falloir qu'elle organise sa coordination de manière à atterrir comme il faut sur le sol. Quelles sont les contraintes? La hauteur, la vitesse de rotation, l'accélération vers le sol, la chute. Voilà. Et elle règle ce problème de façon extrêmement efficace et sans aucun effort, puisque c'est un expert. Mais il faut qu'elle régule. Il faut qu'elle régule. Alors, qu'est-ce qu'elle peut réguler quand elle est en l'air? Eh bien, la gymnaste, ce qu'elle peut réguler quand elle est en l'air, elle ne peut plus réguler les forces qu'elle applique sur le sol, elle n'est plus en contact avec le sol. Elle ne peut pas réguler des forces qu'elle pourrait exercer sur l'air autour d'elle, c'est totalement négligeable, les frottements de l'air ici sont totalement négligeables. La seule chose qu'elle peut régler, c'est l'état fléchi, regroupé si vous préférez, ou en extension de son corps, c'est-à-dire la coordination articulaire, les positions articulaires. Elle peut être très groupée ou elle peut être très dégroupée. Alors, ça a un effet capital pendant une rotation parce que quand vous êtes groupé, pour une raison mécanique qui correspond à une loi fondamentale de mécanique, quand vous êtes regroupé, vous tournez rapidement. Si au contraire, vous dégroupez, vous vous mettez en extension, alors vous allez tourner moins rapidement. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien aussi en patinage artistique. Un patineur ou une patineuse qui se met à faire des volts, c'est-à-dire à tourner sur lui-même ou sur elle-même, si le patineur ou la patineuse regroupe, rapproche
ses membres de l'axe de rotation qui passe par le centre de son corps et qui est vertical, alors la rotation accélère. Si au contraire, le patineur éloigne les bras et la jambe libre de l'axe de rotation, donc se met en extension, eh bien la rotation ralentit. C'est exactement ce que fait la gymnaste en l'air. Alors, la gymnaste en l'air, elle n'a pas forcément conscience qu'elle est en train de s'adapter de façon efficace à une loi fondamentale de la mécanique. Et d'ailleurs, ce n'est absolument pas un problème, ce n'est pas le problème. Mais elle a juste, par essai-erreur, et avec l'aide de son entraîneur, de ses entraîneurs et en imitant les autres, découvert cette solution qui faisait qu'en l'air, en temps réel, quand elle commençait à regarder le sol et avoir une prise d'information visuelle sur sa position par rapport au sol et sa vitesse par rapport au sol, elle pouvait grouper, dégrouper légèrement de manière à réguler sa vitesse de rotation pour compenser les variations d'impulsion initiale pendant son mouvement et à chaque saut lui permettre d'atterrir dans les bonnes conditions. D'accord? Donc, que fait la gymnaste? Alors, je vais essayer de voir la discussion. À chaque fois, je la perds, je ne sais pas où elle est. Ok, hop là, voilà. Alors, la gymnaste ne fait jamais exactement les mêmes impulsions. Donc, elle doit s'adapter à chaque salto. Tourner plus vite, tourner plus ou moins vite pour atterrir au bon endroit. C'est toujours pareil. Au bon endroit, au bon moment. Et en plus, et avec la bonne orientation du corps. Il ne faut pas qu'elle atterrisse à plat ventre. Atterrir, ça ne s'écrit pas comme ça. Atterrir, comme ceci. D'accord? Alors, elle ne fait jamais exactement les mêmes impulsions, donc elle doit s'adapter. Comment elle fait pour tourner plus ou moins vite? Pour réguler la vitesse de rotation. Elle groupe des groupes. Pourquoi? Il y a une loi de la physique, de la mécanique pour être plus précis. La conservation du moment angulaire, ou on l'appelle aussi le moment cinétique. Cette loi, cette conservation nous dit que le moment angulaire ne varie pas. Ne varie pas quand aucune force n'agit sur le corps en mouvement. Ce qui est le cas en l'air. La gymnaste, alors c'est du point de vue de la gymnaste ne peut pas prendre appui.
une force, c'est le poids, hein, à cause de la gravité. Ah, tiens, il faut que je mette mon... Je ne change pas la rotation. Mon chargeur rapidement. Voilà, ok. Ce moment, il est fonction de la vitesse de rotation et ce qu'on appelle, et de l'inertie, on va dire. L'inertie, en fait, du moment d'inertie. Groupé, ça a pour conséquence de réduire le moment d'inertie. Et donc, pour équilibrer, ça va augmenter la vitesse de rotation. Car on a moment égale moment d'inertie multiplié, c'est une multiplication, par la vitesse angulaire. Voilà. Donc, sans le savoir, la gymnaste utilise, met à profit, s'appuie sur une loi de la mécanique pour réguler son mouvement de manière à atterrir dans les bonnes conditions. Donc, on a un autre exemple ici de relation entre une forme de coordination, la perception du corps et la perception du monde, de manière à résoudre le problème du timing et de l'espace. Cette fois-ci, la gymnaste perçoit la distance qui reste par rapport au sol, en extrait le temps qui lui reste et régule la position groupée ou dégroupée de son corps qui lui permet de tourner plus ou moins vite parce qu'il y a une loi de la mécanique qui met en relation le fait d'avoir le corps groupé ou dégroupé, c'est le moment d'inertie, et la vitesse de rotation, c'est la vitesse angulaire. Et cette loi, c'est une très très grande loi de la mécanique qui s'appelle la conservation du moment angulaire. Alors, je vais passer à un autre invariant. Et donc, j'espère que, vous voyez, on a eu cette introduction du problème, définition générale du problème, l'information pour réguler le mouvement. C'est un invariant, c'est quelque chose qui doit être toujours solutionné par le système nerveux. Il repose sur un apprentissage. Le problème, c'est réguler le mouvement, c'est donc résoudre un problème de temps et d'espace. On a vu un premier exemple avec le baseball et les chauves-souris, et un deuxième exemple avec la gymnaste, qui est assez différent, qui est vraiment assez différent. Si je vous résume certaines choses sur le tableau blanc, ici, la régulation du mouvement, on voit que c'est une régulation de la coordination. On le voit bien chez la gymnaste, puisqu'il s'agit de grouper, dégrouper. Ça, c'est de la coordination. Cette régulation du mouvement, elle répond à des contraintes, des obligations, en quelque sorte, pour atteindre des objectifs.
d'espace et de temps. Par exemple, agir correctement dans le temps restant. Je vous ai dit éviter un arbre pendant un obstacle, n'importe lequel, une course, intercepter une balle en baseball ou atterrir dans la bonne posture en gymnastique. Le temps restant, je sais que V, c'est une distance divisée par une durée. Donc la durée, c'est le temps restant. Si je vais à vitesse constante, c'est quoi? C'est la vitesse divisée, c'est la distance divisée par la vitesse. Si je veux faire 100 km à 100 km/h en voiture, ça me donne un trajet de 1 heure. Donc une bonne partie de ces problèmes consiste à, par l'apprentissage, trouver les bonnes solutions pour percevoir le temps qu'il reste, la durée. Ça, c'est un élément capital. Donc, on a le problème spatial et le problème temporel se manifeste comme ça. Le problème temporel, à quel moment je dois faire ceci, se pose souvent le timing comme un problème du type quel temps il reste. Quel est le temps qui reste? Et le temps qui reste, si j'ai accès par la perception à une distance et si j'ai accès à ma vitesse, en fonction de cette distance et de ma vitesse, je peux en extraire, mon système nerveux peut en extraire, en théorie, une durée, le temps qu'il reste. Et ça, c'est un élément fondamental de la régulation du comportement. Et c'est vrai en sport, le temps qui reste avant une collision, avant de toucher un obstacle, un partenaire, un adversaire, le temps qu'il reste pour encore courir vers la balle et essayer de l'attraper. Mais aussi, si vous êtes au volant de votre voiture ou sur votre bicyclette, vous avez aussi des problèmes de temps qu'il reste. Donc, je vais revenir à mes diapos. Je vais aller très rapidement. L'invariant numéro 4, on l'a déjà vu, c'est un type de coordination qui repose sur la synchronisation. On l'a déjà vu ici, quand je disais que quand une articulation faisait une flexion, une autre articulation, au même moment, faisait une flexion, et c'était de la synchronisation. On fait des extensions avec des extensions, des flexions avec des flexions, de façon simultanée, c'est-à-dire de façon concomitante, au même moment. C'est ce qu'on appelle de la synchronisation. Dans synchronisation, il y a le terme chronos qui vient du temps. Alors cette synchronisation, on peut l'étudier dans des choses beaucoup plus compliquées que juste les mouvements simples du bras analysés et définis dans le plan, c'est ce qu'on a vu, c'est très très simple. On peut regarder la coordination entre un cavalier et son cheval. Alors ça aussi, c'est des choses qui sont tellement importantes que de temps en temps, il y a des gens qui arrivent à les publier dans de très très grands journaux. Et donc, par exemple, on voit les différences entre un trot assis, un galop assis, pardon, et un galop en suspension avec des selles et un dispositif différent à travers les âges, à travers l'histoire.
Et en 2009, des travaux comme ça ont été publiés de nouveau dans le journal Science. On peut poser des marqueurs sur le corps d'un cheval et le corps d'un cavalier, et un peu comme je vous l'ai déjà décrit, essayer d'en extraire les trajectoires. Et si on en extrait les trajectoires sur la verticale, c'est ce qui a été fait ici. En jaune, ici, on va voir les trajectoires sur la verticale en Z, donc en fonction du temps. Et là, vous avez l'échelle d'une demi-seconde qui vous est donnée. En bleu, en vert, ici, vous avez les positions des différents marqueurs du corps d'un cavalier non expert. Et en rouge, ici, vous avez les trajectoires des différentes parties du corps sur la verticale d'un cavalier expert. Et si on regarde les enregistrements qui correspondent au bras, on se rend compte que chez le cavalier non expert, donc à un niveau intermédiaire, il y a un décalage. Vous voyez ce décalage dans le temps, hein, entre l'épaule, c'est la trajectoire du haut, le coude, la trajectoire du milieu, et le poignet, la trajectoire du bas. Donc on voit clairement un décalage dans le temps, alors que chez l'expert, ce décalage dans le temps est bien plus restreint. Il existe un tout petit peu dans la phase basse, quand le cheval est en bas, et quand le cheval va remonter, donc les bras arrivent en bas du corps, de la trajectoire, puis il va remonter. Donc il s'agit des marqueurs épaule, coude, poignet, qu'on est allé prélever ici. Je suis allé prélever ici, et que j'ai zoomé, j'ai agrandi, et j'ai représenté ici en plus grand. On voit le cavalier donc non expert qui prend du retard, alors que le cavalier expert reste très, très, très bien synchronisé avec son cheval. Ici, ce sont les enregistrements. Ce sont les enregistrements du cheval. En haut, les enregistrements du dos du cheval et de la tête, du sacrum et de la tête. En bas, les enregistrements des membres inférieurs d'un côté. Toujours sur la verticale. Donc là, vous avez les oscillations du cheval, là, les oscillations du cavalier, et on se rend compte qu'il y a une prise de retard du cavalier. Donc, un des éléments qui permet d'identifier l'expertise du cavalier, c'est ce qui se passe au niveau du haut de son corps. Comment il arrive à se synchroniser quasi parfaitement avec le cheval? Eh bien, c'est parce qu'il a mis en place, par l'apprentissage, des réseaux de neurones qui lui permettent de percevoir très finement sa position relative à la position du cheval. Et on se retrouve ici avec deux exemples de coordination qu'on avait déjà vus dans la partie, je reviens en arrière de nouveau, dans la partie sur la redondance. Le cavalier intermédiaire, on voit du déphasage entre son épaule, son coude et son bras, leur déplacement sur la verticale, alors que le cavalier expert, on retrouve plutôt de la synchronisation. Donc là, je vais un peu vite, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Bon, tout ça, on peut identifier des mesures très précises, je passerai cette diapo, qui permettent de le décrire. Alors ici, le cavalier intermédiaire, ce n'était pas du tout un novice, ce n'était pas du tout un débutant. C'est un cavalier qui a 10-15 ans de pratique, mais qui n'a pas un très très haut niveau de pratique. Le cavalier expert est quelqu'un qui avait un niveau olympique en dressage, et la consigne que les deux cavaliers avaient, avec le même cheval, c'était le même cheval, c'était un cheval de très haut niveau, la consigne c'était de faire un trot assis en essayant de respecter au mieux les consignes de performance d'une épreuve de dressage. Donc il y a une notation comme en gymnastique, comme en gymnastique rythmique, il y a une notation sur l'aspect, avec une grille, avec des juges. Voilà. Donc ça, c'est sur la synchronisation. Alors, l'expert, sa signature, son comportement, l'identification de l'expertise, se retrouve dans la qualité de sa synchronisation. Sa synchronisation est moins variable, elle est plus reproductible d'un essai à l'autre, elle est moins variable au sein d'un essai, et elle est moins variable d'un essai à l'autre, d'une tentative à l'autre. Donc on retrouve ici de la régularité chez un expert. D'accord ? Alors combien de temps il nous reste? Vous me dites que vous avez un cours à suivre, donc je vais enchaîner sur le dernier, peut-être sur le dernier invariant qu'on va traiter. Je vais aller assez vite là-dessus aussi. Alors, dernier invariant, il s'agit des lois d'optimalité. Vous avez parlé de choses qui se rapportent à ce problème en biomécanique, dans le cours de biomécanique de première année, et
j'en ai parlé quand je parlais de ces dépenses métaboliques entre la marche, le trot et le galop chez le cheval. On voyait que les dépenses métaboliques occasionnées par un type de locomotion, c'est-à-dire un type de coordination, ou le deuxième ou le troisième, n'étaient pas les mêmes en fonction de la vitesse, et que quand un type de locomotion dépensait trop d'énergie métabolique, le cheval adoptait le deuxième type de locomotion qui lui permettait une économie de dépenses énergétiques. D'où l'idée d'une optimisation, d'un principe d'optimisation qui dirigerait l'adaptation et le changement de coordination. D'accord ? Alors ici, un élément intéressant, c'est qu'on peut faire le pendant, le parallèle avec la notion d'information. Quelle est l'information que perçoit le cheval qui lui permet de passer de la marche au trot pour minimiser la dépense métabolique? Il y a une perception, on peut imaginer qu'il y a une perception de l'état de son système métabolique, la concentration en certaines substances dans son sang, le degré, le taux d'oxygène, le taux de CO2. Voilà, il faut s'adresser à des spécialistes en physiologie pour avoir des indications là-dessus. Et peut-être, ou le rythme cardiaque, ou encore d'autres choses, ou le taux en certains acides dans le sang, le pH sanguin dans certaines parties du corps, etc., et qui va fournir une information que le système nerveux, le système physiologique du cheval est capable d'extraire, de percevoir, et qui va lui permettre, comme ça, de réguler et de choisir la meilleure coordination, la plus économe. On avait vu aussi que c'était une partie du problème et qu'il y avait une autre partie du problème qui était liée à la mécanique, mais du point de vue équilibre et conservation de l'équilibre cette fois. Et on avait vu aussi, comme limite, que ce soit l'animal ou l'être humain, eh bien, on va trouver des solutions qui sont suffisamment bonnes d'un point de vue efficience énergétique et optimalité énergétique, mais qui ne sont pas forcément exactement les meilleures. Mais par contre, ce sont des solutions qu'on a pu découvrir dans notre apprentissage seul ou à plusieurs, et qu'on a renforcées éventuellement au détriment de solutions qui seraient meilleures, mais qu'on n'a jamais apprises et qu'on n'a jamais découvertes. Donc c'est une limite. C'est l'habitude, et on reproduit ce qui marche, comme limite à l'optimalité et à la découverte de solutions optimales. Donc parfois, il faut aller au-delà de l'habitude et explorer d'autres solutions, casser les habitudes, casser des apprentissages, perturber les apprentissages, au moins de façon transitoire, de manière à ce que la personne trouve d'autres solutions et découvre d'autres solutions. Donc il faut essayer de trouver les moyens de faire ça. Alors dans l'optimalité, je reviens à l'optimalité, il y a des critères autres que la dépense énergétique et dépense énergétique métabolique ou mécanique, qui ne sont pas exactement les mêmes choses, vous l'avez vu en biomécanique. Et d'autres critères sont ce qu'on a appelé le jerk minimal, c'est-à-dire en français, on va dire la secousse minimale. Et cette secousse minimale, le jerk, c'est la dérivée de l'accélération. On a vu que la vitesse était la dérivée de la position en fonction du temps, l'accélération, la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Le jerk, en français, on va dire secousse, c'est la dérivée de l'accélération par rapport au temps. Donc, c'est la dérivée troisième de la position en fonction du temps. Ce jerk, il vous dit si la trajectoire de votre mouvement, votre cinématique, est régulière, c'est-à-dire si elle est fluide et régulière, ou alors si elle est brusque et irrégulière. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Très souvent, on va retrouver que le mouvement d'un expert, d'un sujet qui est très bien entraîné, va être fluide et régulier, alors qu'un novice, ses mouvements vont être brusques et irréguliers. D'accord? Donc, c'est la loi du jerk minimal ou du minimum de secousse en français. Et dans les lectures qui accompagnent ce cours, vous avez une description de cette loi dans les articles, dans les chapitres d'Alain Berthoz. C'est le minimum de secousse. On va dire que tout se passe comme si les mouvements et les coordinations que vous trouvez grâce à l'apprentissage vont être les mouvements et les coordinations qui permettent d'avoir la secousse la plus petite possible, c'est-à-dire d'avoir le mouvement le plus régulier possible. Donc, il n'y aurait pas seulement un coût métabolique, mais il y aurait un coût cinématique en termes de régularité. C'est ce minimum de secousse. Il y a une autre loi intéressante, c'est la loi de puissance. Alors,
La loi de puissance, elle a été découverte par Lacquaniti, Terzuelo et Viviani en 1983. Et c'est une loi, en fait, qui s'occupe des trajectoires en courbe. Et cette loi, elle met en relation la courbe de votre trajectoire, que ce soit une trajectoire faite avec la main ou d'ailleurs une trajectoire faite par l'ensemble de votre corps en marchant, par votre centre des masses ou centre de gravité, si vous préférez. Donc, c'est une loi qui met en relation cette courbe avec la vitesse. Donc, les formules sont données ici. Et c'est une loi puissance. Vous avez le rayon de courbure, ici, dans le membre de droite de notre équation, qui est mis à la puissance 1/3, donc 1 divisé par 3, 0,33. Donc la vitesse, il s'agit de la vitesse tangentielle qui est dessinée ici, la vitesse tangente à votre trajectoire. Vous avez votre trajectoire qui est tracée ici. Et à l'instant t, vous avez une vitesse tangentielle, puisque vous êtes dans une courbe. À chaque point de la courbe, vous avez une nouvelle vitesse tangentielle. Si vous ne savez pas ce que c'est que la tangente, ça fait partie de votre travail personnel. Allez voir ce que c'est qu'une tangente, une droite tangente en un point. Et on a une vitesse tangente à une trajectoire. Vous avez C, le rayon de courbure. Vous avez R, le rayon local d'un cercle qui nous permet de calculer le rayon de courbure. Et vous voyez que cette vitesse, vous avez une constante aussi, K, qui est juste un nombre qui va changer d'un individu à l'autre. Et vous voyez que la vitesse tangente est une fonction du rayon de ce cercle local qui permet de quantifier la quantité de courbure de votre trajectoire. R sert à ça, hein. C'est une quantification du rayon de courbure. Il est petit, il est grand par contre. Le rayon est très grand si vous faites une courbure douce. Par contre, le rayon est très petit si vous faites une courbure qui change beaucoup en fonction du temps. Et vous voyez que la vitesse tangente est une fonction de cette courbure. Plus vous tournez fort et plus vous allez ralentir. Plus la vitesse va être petite. Moins vous tournez, plus vous allez aller en ligne droite et plus votre vitesse tangentielle va être grande. Ceci est vrai dans les mouvements d'atteinte d'objets ou de pointage. Vous avez éventuellement des courbures, des trajectoires en courbe, mais c'est vrai aussi pendant la marche. D'accord ? Alors ici, on a une étude qui quantifie le jerk dans le golf, et on voit que le jerk, au niveau de la finalité du geste dans le mouvement du club ou dans la coordination, le jerk est plus faible chez des experts que chez des débutants. Donc vous voyez ici le jerk en fonction du temps pendant le geste, ça c'est 100% du geste. C'est pendant un geste spécifique du golfeur. Vous voyez en bleu ciel et assuré la trajectoire du golfeur débutant et en bleu plus foncé et continu la trajectoire du golfeur habile. Et vous avez donc ces trajectoires qui représentent le jerk en fonction du temps, c'est-à-dire la dérivée troisième en fonction du temps. Vous voyez une différence claire entre les deux. Donc ici, je vous rappelle ce que c'est que le jerk, c'est la dérivée de l'accélération par rapport au temps. Quand on dit smooth, on veut dire lisse. Le mouvement efficient, c'est le mouvement le plus lisse. Et on a une loi qui est très importante, qui s'appelle le minimum de secousse. Parmi tous les mouvements possibles, alors il manque un S ici, il y a une typo, le mouvement sain, après rééducation ou avant un problème, ou le mouvement expert est le mouvement le plus lisse, au sens de ce jerk, cette dérivée de l'accélération. D'accord ? Et ça a été découvert et proposé par Tamar Flash et Neville Hogan en 1985. D'accord ? La diapo précédente, c'était ça. Mais je vais vous lâcher parce que c'est 5 minutes avant le cours suivant. D'accord ? Donc cette diapo, c'est la référence où on a mesuré le jerk dans la coordination et dans les mouvements du club pour des golfeurs experts ou des golfeurs débutants. Écoutez, vous irez voir, je ne peux pas vous revenir là-dessus. La conclusion là-dessus, c'est que dans un mouvement continu régulier, la vitesse instantanée varie avec le rayon de courbure de la trajectoire. Et elle varie comment ? Selon une puissance, selon une loi de puissance.
plus vous prenez un virage fort, où vous tournez rapidement, où vous tournez de façon rapide, et plus votre vitesse va être faible. Si vous allez en ligne droite, vous allez vite, vous commencez à tourner, vous ralentissez, vous tournez encore un peu plus fort, vous ralentissez encore plus fort. Et ceci se quantifie en essayant de mettre un cercle à proximité de votre trajectoire pour quantifier la quantité de courbure, et cette quantité de courbure va être donnée par 1 divisé par le rayon. Plus le rayon est grand et plus la courbure est petite et plus vous allez en ligne droite. 1 divisé par le rayon. Si vous pouvez mettre un petit cercle avec un petit rayon, c'est que vous tournez fort. Si vous mettez un grand cercle, au contraire, vous allez tourner lentement. Si vous avez un grand cercle, vous avez un grand rayon, vous avez une petite courbure. Si vous avez un petit cercle, vous tournez fort, vous avez un petit rayon et vous avez une grande courbure. D'accord ? Donc, vous ralentissez dans les virages, et plus vous tournez fort, et plus vous ralentissez. Et ceci, pas n'importe comment, avec une loi de puissance 1/3 telle qu'elle est écrite ici. Voilà, je vous quitte. Je vous laisse. On s'arrête là, le cours s'arrête là. Bon courage et au revoir. Au revoir. Au revoir.